Président, Messieurs les Présidents, je voudrais dire le bonheur que j'ai à me retrouver ici avec des amis dans ma ville natale. Et je remercie le professeur Qaïd Chaben qui m'a suggéré de traiter de l'hyperstimulation. Je ne sais pas s'il le sait, mais c'est un thème qui m'intéresse depuis de nombreuses années. Alors, les objectifs de cette présentation, c'est d'abord un rappel clinique relativement bref et physiopathologique du syndrome d'hyperstimulation, de vous donner quelques actualités en matière de prévention et de traitement, surtout de prévention, basées sur les preuves, et j'ouvre une parenthèse pour dire que je suis un fanat des preuves documentées et randomisées dans la littérature. Sinon, on ne pourra pas faire avancer notre métier, c'est ma conviction. Et quelques voies pour le futur. Alors, le syndrome d'hyperstimulation, moi je dis toujours autour de moi à ceux qui démarrent dans ce domaine que, attention, les ampoules que vous prescrivez sont des bombes. Attention à ces bombes, il faut savoir les manipuler, il faut savoir les manier et il faut savoir protéger la patiente des effets secondaires de ces bombes que vous allez injecter chez ces patients. Donc c'est une complication iatrogène. C'est une complication qui est due aux doses d'hormones gonadotropes qui vont stimuler les ovaires et qui vont trop stimuler les ovaires. Et ce sont des gonadotrophines exogènes que l'on injecte. Et évidemment, les injections, la stimulation ovarienne ne découle sur un syndrome d'hyperstimulation que si on réalise le déclenchement, mieux encore si on réalise le déclenchement avec l'HCG. Ça peut arriver avec la LH, mais essentiellement avec l'HCG. Alors, il n'y a pas de définition précise, mais le jour du déclenchement, si on a un estradiol supérieur à 3000 et plus de 15 ovocytes de part et d'autre, attention aux dégâts. Il y a une lanterne rouge qui s'allume. Attention au syndrome d'hyperstime. Et ce syndrome ne survient, comme je l'avais dit, qu'au cours de la phase lutéale, autrement dit après l'injection d'HCG. Alors sur le plan clinique, je passe rapidement, il y a plusieurs formes, de la gêne abdominale à la douleur abdominale, puis apparition d'une ascite. Alors le grade 4, c'est une ascite abdominale. Ensuite, on va de grade en grade, ascite, hydrothorax, ballonnement abdominal, se surajoutent des troubles de la coagulation et ces perturbations peuvent amener les patientes à décéder. Attention, donc quand je dis qu'il s'agit de bombes, ça peut amener des décès et les décès arrivent assez fréquemment. Alors, la pathogénie, c'est une augmentation de la perméabilité capillaire sous l'action de cytokines vasoactives. Le VGEF est une glycoprotéine angiogénique. Elle est produite dans les cycles spontanés. Elle stimule la perméabilité vasculaire et la néovascularisation, et on va la retrouver au niveau des cellules de la granulosa, au niveau de la tête, au niveau du corps jaune. Donc l'expression va varier sous l'effet de la LH et principalement de l'HCG. L'effet est neutralisé en injectant des anticorps anti-VEGF. Alors, il y a une corrélation entre le taux de VEGF et le nombre d'ovocytes, le nombre de follicules. Et ce taux va, comme je l'avais dit, entraîner une perméabilité vasculaire et une fuite du liquide vers le troisième espace, entraînant une ascite et un hydrothorax.
Alors, ce syndrome peut survenir de façon précoce. Il est dû à l'injection d'HCG, comme il peut être tardif, dû à la sécrétion, si la femme est enceinte, à la sécrétion d'HCG par le trophoblaste. Alors, devant toute candidate à une stimulation ovarienne, on doit tenir compte du risque d'hyperstimulation. On ne peut pas stimuler des femmes si on ne tient pas compte du risque d'hyperstimulation. Alors, comment l'éviter? D'abord, il faut savoir que les femmes ne répondent pas toutes de la même manière. Vous avez le syndrome des ovaires micropolykystiques constitue le type de la femme à risque. Vous avez les femmes jeunes de façon générale, les femmes qui ont déjà eu un syndrome d'hyperstimulation, les taux élevés d'estradiol, quand dès le démarrage de votre stimulation, vous avez des taux élevés. Quand vous avez un compte des follicules en trop élevé au niveau des deux ovaires, et il faut bien le dire, de temps en temps, on est un petit peu surpris par une hyperstimulation. Alors, la prévention, on va d'abord, pour prévenir, dire on va stimuler à minima. Je pense qu'il y a un thème, c'est Hedy qui va le traiter, mais stimuler à minima, bon, on peut utiliser du clomifène, on peut utiliser du létrozole. Alors, les inconvénients de la stimulation douce, c'est qu'il y a plusieurs cycles qui sont annulés, qu'il y a peu d'ovocytes, peu d'embryons. Autrement dit, il s'agit d'une stimulation qui n'est pas très rentable. La deuxième façon de faire, c'est de réduire la dose de FSH pour stimuler. Vous voyez cette étude intéressante qui s'appelle Optimist, où on augmente de 100 unités par jour. Là, on parle toujours de femmes à risque. On augmente de 100 à 150 unités de FSH par jour. Et vous voyez que là, on va observer une diminution des annulations de cycles qui passe de 12 à 24%, et on va observer une chute des syndromes d'hyperstimulation qui passe de 11 à 4%. Mais d'autres études sont nécessaires pour fixer la dose de FSH. Alors, le dosage, on peut céder du taux de l'AMH pour déterminer la dose de FSH de démarrage. Vous voyez cette étude intéressante où on a pris 3 groupes, l'AMH inférieur à 112 picomoles, de 12 à 32 picomoles et supérieur à 32 picomoles. Alors là, on a donné des doses de corifolietropine. Le maximum pour le groupe qui a une AMH très basse, 150 unités pour le deuxième groupe et 112 pour le troisième groupe. Alors, le taux de grossesse a été conservé, mais quand on utilise de l'HCG, on n'a pas fait disparaître le syndrome d'hyperstimulation. Donc, ce syndrome d'hyperstimulation ne disparaît pas. Alors, dans le syndrome des ovaires micropolykystiques, et si on se réfère à cette étude qui a été publiée il y a quelques mois et c'est une étude collaborative entre les plus grandes sociétés médicales de médecine de la reproduction. Alors, c'était une méta-analyse en fait, si on rajoute dans les syndromes des ovaires micropolykystiques, si on rajoute de la metformine avant ou pendant les cycles de stimulation agonistes longs, on va améliorer le taux de grossesse d'une part. De notre côté, on va réduire le risque du syndrome.
d'hyperstimulation. Et vous voyez, dans cette étude, on a, quand c'est évident, quand il y a une évidence dans la littérature, là, c'est une évidence modérée. Alors, si on utilise la metformine, quelques conseils, il faut la démarrer avec la stimulation. Au démarrage du cycle, il faut donner entre 1000 et 2500 mg de metformine par jour et arrêter la metformine le jour du dosage de la bêta-HCG, sauf s'il y a autre indication. Et comme vous le savez, la metformine donne souvent des ennuis gastro-intestinaux. Alors, devant un risque élevé d'hyperstimulation, là on est en cours de stimulation, que va-t-on faire? Eh bien, on peut abandonner le cycle. Moi, je sais qu'en France, j'ai des amis qui abandonnent sans état d'âme des cycles devant un risque d'hyperstimulation. Mais, évidemment, l'ennui d'abandonner un cycle, c'est que c'est souvent mal accepté par les patientes sur le plan psychologique et sur le plan matériel. La maturation in vitro. La maturation in vitro, là aussi, c'est une technique qui nécessite des laboratoires bien costauds, mais elle est intéressante, mais elle a un rendement, vous voyez dans cette étude, qui vient d'être publiée, dans cette étude, sur 76 maturations utilisant 66 ponctions, 628 ovocytes colligés, il y a eu une seule grossesse, un seul bébé né, un seul enfant né, et on a pris les mêmes femmes avec un cycle classique. Vous voyez que avec un cycle classique, ils ont obtenu 44% de grossesse. C'est dire que la maturation, bon, elle évite sûrement l'hyperstime, mais elle n'est pas très rentable. Le costing que nous connaissons depuis de très longues années a été décrit aux États-Unis en 1995. C'est arrêter l'administration d'hormones gonadotropes. Alors, il faut dire que pour le costing, il est difficile d'avoir des études prospectives et randomisées. On estime sur les études, il y a pas mal d'études publiées, mais elles sont pratiquement toutes rétrospectives, qu'il n'y a pas d'effet délétère au costing. Alors, si je reviens à cette étude qui vient d'être publiée par les 3 sociétés savantes, eh bien là, il n'y a pas une grande évidence dans la littérature, et le costing est étiqueté par le comité d'experts comme étant une méthode intéressante, mais qui nécessite plus d'investigation. Voici un exemple de costing. Vous voyez, on arrête l'administration de FSH et puis on continue le décapeptyle ou l'antagoniste, si on est en cycle antagoniste, comme de rien n'était, et très souvent les follicules continuent, les follicules qui ont un diamètre supérieur à 10-12 continuent à croître, et les follicules plus petits subissent une atrésie, et on assiste à une chute du taux d'estradiol. Il faut qu'il soit inférieur à 3000 pour que l'on puisse déclencher. Alors, on propose aussi de réduire la dose d'HCG. Vous savez que habituellement, on donne 10 000. Il faut réduire la dose. Là aussi, je reviens à cette étude
Alors, l'HCG est à utiliser aux doses les plus faibles afin de réduire le risque de syndrome d'hyperstimulation. C'est un point de vue d'expert pratique et qui est conseillé dans cette étude. L'albumine. L'albumine, nos réanimateurs aiment beaucoup l'albumine. Aiment beaucoup l'albumine. Merci. Merci. En fait, on utilise l'albumine, on utilise le mannitol, on utilise l'hydroxyle d'amidon. Ce sont des expanseurs volumétriques et cependant, dans les études, il n'y a pas d'évidence d'efficacité de ces produits. Et concernant l'albumine, une étude a montré qu'il entraîne une diminution du taux de grossesse, donc à utiliser avec précaution et peut-être ne pas l'utiliser. Alors les antagonistes, vous savez tous que le gold standard pour éviter une hyperstimulation, si on a des femmes à risque, si on a un PCOS, l'idéal c'est de stimuler ces femmes avec un cycle antagoniste. Vous voyez dans ces 3 méta-analyses, le taux de naissance vivante est le même entre antagonistes et analogues. Vous savez que ce problème est vraiment débattu et il y a des études très sérieuses et des méta-analyses très sérieuses qui disent qu'on a plus de grossesse avec les cycles agonistes. Mais bon, dans l'une de ces études, le taux de grossesse en cours est moins élevé dans les cycles antagonistes, à l'exclusion des PCOS et des mauvaises répondeuses. Donc, il y a ce problème d'efficacité qui taraude certains auteurs. Alors, on estime aussi que les antagonistes peuvent améliorer le pronostic si on les utilise en phase lutéale. Vous voyez cette étude de cohorte prospective, 105 patients à haut risque de syndrome d'hyperstime. Alors on a fait un frisol et 2 groupes, donc 65 patientes ont reçu 0,25 citronellix par jour du 3e au 5e jour post-ponction. Le groupe contrôle 40 patientes n'a rien reçu. Donc le taux d'hyperstime modéré à sévère a été plus faible dans le groupe d'antagonistes. 18% contre 37%. Donc on a ici une réduction du taux d'hyperstimulation modéré à sévère et une diminution du taux du VEGF. Alors quand on utilise un cycle antagoniste, et qu'on a un risque d'hyperstime, on va déclencher avec des agonistes. Là, je vous projette le premier article de Humayden qui a montré ça, qui a déclenché avec des agonistes, mais en déclenchant avec les agonistes et en utilisant dans la plaque suivante, chez les donneuses, on a observé qu'il y a la survenue des règles rapidement et que les embryons replacés chez des receveuses étaient tout à fait corrects et donnaient un taux de grossesse satisfaisant. Donc la conclusion était que si on déclenche avec les agonistes, on va aboutir à une lyse, à une lutéolyse, à une lyse du corps jaune et qu'on ne va pas avoir une sécrétion adéquate du corps jaune en raison de la demi-vie brève de la LH que nous stimulons en donnant un déclenchement agoniste. Alors là aussi, on a proposé pour pallier à cet inconvénient de rajouter de petites doses d'HCG. On déclenche avec l'agoniste, mais on rajoute de l'HCG. Et si on donne par exemple 1000 ou 1500 unités,
il faut, dans cette étude par exemple, il y a eu un cas d'hyperstimulation modérée. On ne supprime pas totalement le syndrome d'hyperstimulation, mais habituellement, on va observer un syndrome modéré. Donc, on fait un cycle antagoniste, on déclenche avec l'agoniste, on rajoute 1000 unités ou 1500 unités d'HCG. On le fait pour le soutien du corps jaune. Rappelez-vous que la LH a une demi-vie très brève, donc on rajoute de l'HCG pour soutenir le corps jaune et aboutir à une grossesse. Alors le timing de l'HCG, peu importe, on peut le donner avec le déclenchement, on peut le donner au moment de la ponction. Cette étude récente montre que c'est pareil qu'on donne, il faut le donner uniquement, et c'est tout. La congélation, alors un stade de plus, si on fait, on a dit tout à l'heure qu'il y a quand même un syndrome précoce d'hyperstimulation. Alors, ce que l'on propose, c'est que de faire un cycle antagoniste, de déclencher avec les agonistes et de congeler tous les embryons. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise méthode? Voyez cette méta-analyse qui concerne plus de 5000 patientes. On observe une augmentation significative du taux de naissance vivante dans le groupe embryofreeze. Ici, on a frisé les embryons par rapport au transfert frais dans toute cette population de plus de 5000 patientes. Alors, l'analyse des sous-groupes, et ça c'est intéressant, montre un taux plus élevé de naissance vivante dans la congélation embryonnaire chez les hyperrépondeuses. Les hyperrépondeuses, on a plus de... Par contre, il n'y a pas de différence chez les normorépondeuses. De plus, le taux cumulé de naissance vivante n'est pas augmenté dans toute la population. Donc, cette méta-analyse qui vient d'être publiée montre qu'on peut, si on a une hyperrépondeuse, c'est très intéressant et ça permet d'éviter l'hyperstime, mais s'il s'agit d'une normorépondeuse, c'est à vous de voir, mais qu'il n'y a pas ce frisol systématique que pendant un certain temps, on a essayé de proposer aux différentes équipes. Alors, concernant l'innocuité, le risque d'hyperstime est moindre dans la congélation, évidemment. Par contre, le risque de prééclampsie augmente avec le replacement d'embryons congelés, alors que pour les autres variables, il n'y a pas de différence, hein, le nombre de fausses couches, de grossesse extra, etc. Alors, les perspectives d'avenir, les traitements spécifiques, vous savez que la sécrétion de VEGF active les récepteurs de VEGFR2, les agonistes des récepteurs dopaminergiques 2. C'est peut-être un petit peu compliqué pour nous, mais on peut provoquer chez le rat une hyperstimulation avec de la prolactine, et si on inhibe cette hyperprolactinémie, on peut réduire le risque d'hyperstimulation, d'où la proposition de la cabergoline que nous utilisons régulièrement. Elle va inverser le VEGFR2 sans affecter le corps jaune ni le taux de VEGF, VEGF2 du RNA messager. Alors il faut donner la cabergoline aux alentours du déclenchement, mais là aussi, dans la revue Cochrane relativement récente, il n'y a pas d'évidence costaud et importante. Le calcium est important dans l'inhibition du VEGF. C'est une étude comparative randomisée avec la cabergoline montre que, comme vous le voyez ici,
montre que c'est aussi efficace que la cabergoline et qu'on n'arrive pas à éviter les syndromes d'hyperstimulation. Alors, que retenir? Quelle conduite pratique? Alors, il faut évidemment identifier les femmes à risque et suivre les précautions que nous avons énumérées. Il y en a pas mal, mais il faut identifier le risque et agir en fonction. Je rappelle les femmes jeunes, les taux élevés, l'intérêt du dosage de l'AMH afin de cibler et de doser la FSH. L'avantage de l'AMH, on peut l'associer au CFA, mais l'avantage c'est qu'il est opérateur indépendant, mais il vaut mieux l'associer au compte folliculaire. Mais là, il faut toujours dire que la sélection des patientes reste essentielle, mais elle n'est pas toujours suffisante et une attention particulière doit être apportée quand on stimule une femme et surtout si on sait que cette femme est normo ou hyper-répondeuse. Alors on peut démarrer avec des doses faibles, comme je l'avais dit, 100 à 150. On peut tenter la stimulation à minima. Alors le gold standard, c'est le cycle antagoniste. C'est évidemment aussi bien en phase folliculaire qu'en phase lutéale. La stimulation à minima peut être tentée. Il faut déclencher avec agoniste et l'idéal, c'est de réaliser un cycle antagoniste, déclencher avec les agonistes et faire un freeze-all, congeler tous les embryons et les replacer par la suite. Ceci dans le cas où on est en face d'une patiente qui est, de par son AMH, de par le compte folliculaire, est une patiente à haut risque d'hyperréponse. Voilà, je vous remercie et il y a plein de choses sur l'hyperstimulation. Merci. Mais je n'ai parlé que des techniques qui sont validées et qui sont documentées dans la littérature avec des preuves faibles, modérées à importantes. Merci Mahmoud pour cette vraiment conférence bien, vraiment brillante et